RCN. Le son de la différence. Allô ? C'est vous, Clarisse ? Oh, bonsoir, Clarisse. J'étais en état d'hibernation. J'ai besoin d'action, Clarisse. J'ai besoin d'écourter ma retraite et de revenir à la vie publique. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que l'ennuyeux site internet du FBI m'a propulsé dans la liste prestigieuse des 10 criminels les plus recherchés. Est-ce une coïncidence ou avez-vous repris l'affaire en main ? J'ai des informations sur Hannibal Lecter. Vous voulez le capturer vous-même, n'est-ce pas ? Il a tué 3 officiers de police pendant sa garde, arrachant le visage d'un de ses hommes, et il vous tuera aussi. Est-ce que par hasard, vous tenteriez de me localiser ? Oh, méchante fille. Combien de temps un homme peut-il garder le silence avant d'en revenir à ce qu'il sait le mieux faire ? Je pense de plus en plus sérieusement à manger votre femme. Anthony Hopkins récompensé aux Oscars. Julianne Moore nommée aux Oscars dans un film de Ridley Scott. Hannibal. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. J'adore ces bandes annonces françaises qui ont extrêmement mal vieilli, c'est exceptionnel. J'adore. On commence sur les Star Wars, il y a 10 explosions. On commence sur les chapeaux de roue et non, il n'y a pas 10 explosions, il n'y a pas que des énormes cuivres derrière, même si je soupçonne que ce soit ce sac à merde de Hans Zimmer derrière la musique. Oui, on parle donc de Hannibal, mais pourquoi Hannibal ? Parce que notre sujet cette semaine, c'est le serial killer. Exactement. Donc le tueur en série, ou comme l'on appelait à l'ancien temps, le mass murderer, donc c'est-à-dire le tueur de masse. Eh oui, je vais dire RCN, Cyril, t'inquiète pas. Si tu veux, je peux le redire plein de fois, comme ça le quota est fait. RCN, Radio Caraïbe Nancy 90.7 FM. Salut Alias, comment tu vas ? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour Jonathan. Salut. Et Jonathan aussi également avec nous. Comment tu vas ? Bah ça va bien, mais je crois que c'est surtout toi qui a l'air de... T'es chaud là, je sens que t'es chaud. Mais avec une bande-annonce pareille, j'étais déjà hilar quand j'ai bossé sur mon sujet, déjà avec... Ton copain Ridley Scott en plus. Oui, mais maintenant c'est mon copain. C'est redevenu ton copain avec le dernier duel, là, c'est ça. C'est mon copain, voilà, c'est dorénavant mon copain maintenant. Et t'as quelque chose contre mon copain ? Non, moi j'ai jamais rien contre lui, c'est pour ça, mais je trouve que voilà, il a fait des films. Tu t'adoucis. Non, il a fait des films de merde, faut quand même le signaler. Bon, on va quand même revenir sur notre sujet, donc le serial killer. Alors, où retrouve véritablement le serial killer ? C'est un terme, en fait, qui est vraiment arrivé sur le tard. Ce terme-là, en fait, serial killer, donc tueur en série, il a remplacé donc techniquement ce que l'on appelait auparavant le mass murderer, donc le tueur de masse, qu'à partir du milieu des années 80, vraiment où les médias en général ont vraiment développé cette fascination morbide pour ce qu'était le tueur en série. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu on va dire une étape auparavant avec les fameux faits divers que l'on retrouvait déjà dans les journaux et notamment dans les journaux à sensation, même dès le début des années du XXe siècle, notamment par exemple avec ce que l'on a eu en France avec Désiré Landru, qui était déjà campé dans les journaux comme un tueur en série sanguinaire, qui était avec les faits divers les plus incroyables dans ce style-là. Donc c'est vrai qu'on avait déjà cette fascination morbide. Et c'est vrai que le terme là est vraiment revenu véritablement en force dans les années 80, à l'époque où notamment à l'époque de Ronald Reagan, où on a vraiment eu cette peur absolument de tout et de n'importe quoi. On avait cette espèce de paranoïa constante, notamment tout ce qui était en termes de consommation, de deal de drogue, et également aussi donc dans les affaires de meurtre. C'est vrai que on repense forcément à cette période-là où il y avait par exemple la vision d'un New York absolument crasseux, criminel à mort, et vraiment cette vision de la société en fait qui était très ambiguë à cette époque. Le terme, tu le dis, a été inventé assez tard, enfin c'est assez récent, et puis il y a d'ailleurs la série Mindhunter qui évoque c'est la manière dont d'un seul coup on a créé une autre manière d'appréhender et de chercher à trouver les meurtriers, mais ça n'empêche que ces meurtriers-là, ces serial killers, ça fait longtemps qu'il y en a, plus d'un siècle. Et tu parlais de Landru, mais aux États-Unis, dès la fin du 19e, tu avais déjà des meurtriers qui
en plus du fait des journaux donc la diffusion des journaux, a été nettement, enfin, ça a explosé à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une expérience collective à savoir que telle personne avait commis tel acte horrible. Et là où avant c'était pas forcément diffusé, le fait qu'avec les médias ça a été diffusé, le fait que ça se répète, c'est devenu comme le principe de serial, ça revient. C'est-à-dire qu'il y a un appétit du spectateur. Il y a un appétit du lecteur de savoir ce qui va se passer, de savoir est-ce qu'ils ont trouvé ou pas, et en même temps lié au fait à l'horreur de ces crimes qui sont particuliers ou simples, ou les motifs de ces meurtres ne sont pas simplement juste l'argent ou des choses comme ça. Ça touche des fois à l'abstraction quasiment, enfin à la morbide, enfin à l'horreur absolue. Donc forcément, cet aspect-là de médiatisation et qui a créé une espèce d'expérience collective dans la société qui a fait que des noms de meurtriers restent encore aujourd'hui très célèbres. Ça a forcément influencé largement la manière dont le cinéma à utiliser ce phénomène des serial killers au cours de ça fait très longtemps, hein. On va en parler, on va revenir là-dessus. Ça fait très longtemps. L'un des premiers gros exemples forcément c'est M le Maudit, le film de Fritz Lang, qui a notamment propulsé certains Peter Lorre, voilà, dans vraiment dans ce rôle de criminel pédophile. C'est vrai qu'en fait je dirais même il y a une fascination incroyable, c'est que la plupart aussi de pas mal d'acteurs en fait ont été propulsés même à titre posthume encore sur des rôles techniquement tueur en série. Je parlais donc de Peter Lorre pour M le Maudit. On peut également penser à Robert Mitchum, que l'un de ses plus grands rôles c'est La Nuit du Chasseur, qui est quand même un prédateur qui était prêt à tout pour un but précis. Anthony Perkins dans Psychose, qui est devenu forcément légendaire par son rôle de tueur maniaque et pervers. On le connaît plus que pour ça. Hein, oui, il a d'ailleurs sa carrière a été totalement bloquée. Oui, il a été totalement bloqué. Je crois dans 4 suites même. Il avait joué dans le 2, le 3. Il en a réalisé un. Mais ça devenait au fur et à mesure des séries B. Déjà le deuxième, c'était. Oui, bien évidemment. Pour la petite anecdote, Psychose 3, je crois que c'est le 3, oui, c'est Psychose 3 qui avait été réalisé par Richard Marquand, qui avait réalisé Le Retour du Jedi. Donc voilà, on peut retrouver vraiment des réalisateurs n'importe où. Tony Curtis également dans L'étrangleur de Boston. Pareil, que quand même un acteur qui a eu une carrière phénoménale, mais on retient aussi la plupart du temps ce rôle-là parce qu'il était vraiment à contre-courant de ce qu'il faisait à cette époque. C'est un contre-emploi. Totalement. Et pareil, dans les acteurs contemporains, on peut penser à Michael Rooker dans Henry Portrait d'un serial killer. On peut également penser à Matt Dillon dans The House That Jack Built, un film très récent. De Van Trier. Même Anthony Hopkins, je veux dire. Oui. Clairement, quand il fait Hannibal, il est pas reconnu comme un acteur inquiétant particulièrement, alors que c'est finalement le rôle qui va qui va rester de lui. En fait, c'est ça le truc, c'est que ces rôles-là ces acteurs jouent des personnages vraiment horribles, mais en même temps, c'est un cadeau pour ces acteurs d'aller de jouer avec ça et ça a totalement changé la carrière d'Anthony Hopkins, par exemple le personnage d'Hannibal. Donc juste avant, il avait quand même une jolie petite carrière, mais avec le rôle d'Hannibal, donc dans Le Silence des agneaux, il reçoit l'Oscar. Son cachet, il peut le multiplier par 10 juste après. Forcément, il va pas un peu cracher dans la soupe, même s'il l'a fait un peu à ses débuts. Il a dit jamais je referai de suite. Bon, le cachet de des impôts à payer. Le cachet de la Fox, c'était pas trop mal. Il s'est dit bon allez, je vais faire Hannibal. Et puis après, allez, je vais quand même faire la suite. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors forcément, le serial killer relève très majoritairement du genre policier, du polar, du film noir. La particularité forcément de faire apparaître un serial killer dans ce genre, c'est aussi de travailler sur la psychanalyse. Ça en reviendra en deuxième partie, mais c'est vrai qu'en fait ça permet de voir par exemple son personnage de comportement, de voir comment il va être étudié aussi par forcément l'agent policier, voire l'agent du FBI. C'est ce que l'on voit dans Le Silence des agneaux. En fait, finalement, le scénario avec le personnage de Clarice Starling qui est campé par Jodie Foster va donc rencontrer le tueur, donc Hannibal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un autre tueur est en train de copier un peu ses activités, en fait. Donc, il y a ce qu'on appelle un copycat. Et d'ailleurs, Copycat, un film qui a déjà été fait aussi également avec Sigourney Weaver. Mais c'est vrai que c'est un genre où on retrouve donc forcément beaucoup aussi de personnages qui sont dérivés de la réalité. Ouais, de toute façon, c'est un sous-genre qui, comme le genre du policier parfois, utilise des faits réels, enfin des faits divers, des choses comme ça, mais comme particularité, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur un petit peu les particularités du
film d'enquête ou du film policier de serial killer, c'est que contrairement par exemple au Whodunit, on avait évoqué ça dans les films d'enquête, à savoir un film où l'essentiel de l'intrigue repose sur le fait de qui a fait le crime, pourquoi, comment. Et bien là, avec le tueur à gages, on sort un petit peu de ça, puisque en fait, on va comprendre au fur et à mesure du film que il n'y a pas forcément de mobile. Où les mobiles n'est pas une question de triangle amoureux ou d'argent, ça peut être des pulsions, des choses comme ça. Il y a aussi une autre chose qui rentre en compte, c'est que là où normalement on a l'enquêteur qui va avoir le temps du film pour trouver l'assassin, là au fur et à mesure du film, il va y avoir un nouvel assassinat. Et encore et encore. Et du coup on rentre dans une course-poursuite où si le personnage principal ne l'arrête pas, on court au fur et à mesure vers d'autres meurtres, vers d'autres meurtres et tout ça. Et du coup, s'ajoute aussi, je pense, l'esthétisation possible de l'horreur. C'est-à-dire qu'on est dans cette chose de fascination, répulsion pour le spectateur, à savoir que les meurtres, c'est la manière dont l'horreur et le côté rituel de ces meurtres qui va limite, je pense, c'est la signature qui va provoquer l'intérêt. L'intérêt et la compréhension possible, c'est-à-dire au début c'est de l'abstraction, et puis au fur et à mesure on va comprendre que ce côté la psychologie du tueur et son côté rituel va pouvoir être une des pistes pour l'enquêteur pour comprendre la chose. Et donc il y a vraiment le cinéma va au fur et à mesure du temps, je pense, jouer avec ce côté, cette esthétisation possible du rituel et de l'horreur que peut représenter ces personnages qui tuent. Il y a une phase, je trouve que c'est intéressant d'en parler, c'est pour ça que je m'arrête un peu dessus. Hitchcock, qui est un des premiers, un film, oui. parce qu'avant Psychose, il avait fait, même avant M. le Maudit, The Lodge, un truc comme ça, dans les années 20. Qui s'inspirait plus ou moins du phénomène. Je pense un des trucs les plus fondateurs dans le film de serial killer, c'est évidemment Jack l'Éventreur, voilà, qui revient encore aujourd'hui continuellement, et donc il disait, moi je filme l'amour comme un meurtre et le meurtre comme l'amour en fait. Ouais. Et forcément quand tu vois ces films, tu peux pas nier que il y a une esthétisation et une mise en scène particulièrement dans ces crimes. Le simple fait de Psychose, repenser à la scène forcément légendaire de Psychose, la scène du meurtre, qui a un travail encore, quand on y repense, assez hallucinant pour avoir réussi à contourner tous les principes du Code Hays de l'époque et sortir toutes les allusions en fait pervers que peut ressortir le personnage donc de Anthony Perkins, donc c'est-à-dire, j'ai oublié le nom du personnage, Norman Bates. Donc forcément avec cette image de couteau, de pénétration, avec forcément le plan de fin qui se termine par la sortie d'eau, qui est tout simplement explicite, quoi. Et puis il joue avec nous en faisant une scène où il nous montre Anthony Perkins en train de regarder Janet Leigh. Et nous, on est spectateurs, mais on devient quelque part aussi voilà, c'est ça. Et il y a tout cette dimension possible qu'on va revoir aussi avec le Voyeur, le très grand film on va sûrement en parler après, mais il y a toujours cette dimension possible pour les réalisateurs en abordant ce thème, ce sujet-là, de jouer avec cette fascination, répulsion du public qui à la fois a peur et à la fois en redemande vis-à-vis de cette horreur possible. C'est le côté voyeur de l'humain. En fait. Voilà, c'est ça. Et même du point de vue des réalisateurs, parce que finalement, j'ai retrouvé un peu dans mes recherches, il y a quand même des réalisateurs qui ont été fascinés par les tueurs en série, qui les a finalement, même je dirais, les a terrorisés durant leur jeunesse parce qu'ils habitaient dans le coin, par exemple, tout simplement. Par exemple, Fincher avec Zodiac. Quand il était enfant, il y avait notamment cette publication du Zodiac qui avait dit qu'il allait faire sauter un bus de gamin, alors que lui, il était encore à l'école. Fatih Akin est très intéressant aussi, Golden Glove, donc l'idée de film très récent sur un tueur en série à Hambourg. Lui a également grandi à Hambourg, il a même grandi à 300 mètres du lieu du tueur, en fait, tout simplement. Donc il y a quelque chose de fascination déjà même propre même sur ces réalisateurs-là pour faire le choix terrible. Mais c'est vrai qu'on parlait donc des films policiers, des genres. C'est vrai que tu parlais également, Elias, si tu voulais parler de la comédie. Oui, dans certaines comédies, il y a une place parfois importante du tueur en série, mais du coup Pardon. Oui, je disais donc dans les comédies, il y a souvent une place importante du tueur en série, mais presque parodique.
C'est pas toujours le cas, mais c'est une normalisation du tueur en série. Tu le vois dans sa vie de tous les jours, comment sa famille le visualise, ou ses voisins qui sont, même dans tous les genres de films, t'as toujours cette vision soit du voisin qui est toujours en train de dire « Oh, c'est quelqu'un d'honnête, il descend mes poubelles. » Il disait bonjour. Il disait tous les jours bonjour, toujours respectable, propre sur lui. Et dans ce genre de comédie, je pense par exemple au film de John Waters, Serial Mother, où la mère est tellement quelconque que quand la police vient la voir, en fait, ils la trouvent mais conne en fait. Ils peuvent pas croire que ça pourrait être elle tellement elle paraît. C'est pas crédible. Elle recycle. C'est la maman parfaite qui s'occupe de ses enfants, qui leur fait le petit déjeuner, qui est gentille avec les éboueurs. C'est parfaitement absurde en fait. Et non. Comme c'est une tueuse en série qui sous la pulsion, il suffit que ses nerfs craquent et elle tue n'importe qui. Sa voisine qui ne recycle pas, elle va la harceler. Quelqu'un qui lui vole sa place de parking. Le prof de son fils qui lui dit « Mais votre fils ne va pas bien. Avez-vous des problèmes à la maison ?» Ouais, c'est sa vengeance. Elle va lui rouler dessus. Elle fait ce que le spectateur ne peut pas faire, c'est-à-dire ses petits problèmes quotidiens. Elle a une solution assez radicale vis-à-vis de ça. Bah oui, la comédie, de toute façon, l'humour noir, c'est quelque chose qu'on va avoir souvent avec l'un des plus gros exemples aussi de l'histoire, c'est forcément C'est arrivé près de chez vous, le film qui a révélé Benoît Poelvoorde dans cette espèce de rôle de tueur en série qui est totalement déjanté, malsain, mais qui est très calculateur déjà d'une certaine manière, mais qui va forcément provoquer sa chute également à travers tout le long de ce faux documentaire en plus. Donc en plus avec le traitement faux documentaire qui parodiait déjà, on va dire, l'aspect striptease de cette époque, va encore plus loin que ce que l'aurait pu imaginer pas mal de réalisateurs à cette époque-là. En fait, ces films-là, avec comme tu dis l'humour, quand la comédie s'empare de cette thématique, il y a l'idée d'un humour où en fait le spectateur est supposé être dans une situation de voir des choses horribles et en même temps il y a en fait je crois que c'est un phénomène aussi nerveux, c'est que parfois tu arrives à un tel niveau d'horreur que tu peux pas t'empêcher de rire. Et je pense aussi à une autre comédie de Peter Jackson, Fantôme contre fantôme, l'histoire qui est adaptée de Charles Starkweather, où c'est un fantôme qui revient et qui continue de commettre ses crimes en laissant des signatures sur les cadavres. Je crois que c'est avec un cutter, il les marque tous. Il marque ses victimes avant de les assassiner. Et t'as le personnage principal qui est joué par Michael J. Fox, qui, comme il a vécu une expérience de mort imminente, c'est le seul qui est capable de voir les futures victimes. Et ce film est hilarant. C'est bien que tu parles de ça, parce qu'en plus, il a un aspect très fantastique derrière. Tout à fait. Et même dans le côté fantastique, on peut retrouver ce différent style. Alors, généralement, dans le côté fantastique, c'est vraiment l'incarnation du mal absolu. Par exemple, vous voyez dans les grandes séries de films d'horreur, ça peut être par exemple Freddy Krueger, ça peut être également aussi Michael Myers, c'est des êtres quasi mystiques où en fait ils ont qu'un seul but, c'est tuer. Ils ont un seul but, c'est tuer. Ils n'ont pas vraiment d'explication. Alors bon, un peu Freddy Krueger avec le temps de la licence, ils ont donné une espèce d'histoire de vengeance parce qu'il a. C'est pas exactement ça. En fait, c'était prévu pour le premier film, sauf que les producteurs ont voulu mettre le haut là parce que c'était un peu trop une histoire de pédophile, assassin, tueur d'enfants. Parce que pendant la production du film, il y avait ces histoires dans les médias, donc. Oui, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose à préciser, c'est que dans les années 70 aux États-Unis, c'est un truc de dingue en fait en termes même encore début 80. T'avais Ted Bundy, t'as le tueur du Zodiac, t'as tous ceux qu'on voit dans la série Mindhunter qui étaient tous. Ed Kemper, forcément. Les Avengers des tueurs en série, c'est ça que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais tout à l'heure du fait qu'à un moment donné, l'explosion de la diffusion en masse des médias a créé quelque chose une terreur et puis une réception différente de la part de la société de ces phénomènes-là. Forcément, la télévision a eu ce même impact. Parce que d'un seul coup, on pouvait voir le visage de l'horreur, parler, être interviewé à la télé, les procès. Et forcément, dans l'expérience collective de cet aspect-là, forcément, la télé et la médiatisation et le fait que maintenant, on a tout le temps on a même des journaux spécialisés là-dedans, détectives, machin. C'est-à-dire qu'il y a un vrai
public, en fait, quasiment de ça, et forcément, ça a impacté la manière dont le spectateur recevait ça, et avec lequel le cinéma pouvait la manière dont le cinéma pouvait appréhender ce phénomène. Oui, le cinéma, et puis même, je vais prendre un petit écart avec la petite lucarne, parce que c'est un personnage qui, à la base, arrivé à la télévision, pardon. C'est dans ce côté aspiration fantastique, je pensais également à Bob, le personnage donc, de Twin Peaks, qui est cette espèce d'entité démoniaque qui peut prendre le contrôle de Leland Palmer et lui faire provoquer les pires supplices à sa fille, quoi. Oui, et puis il le fait. Alors moi, je t'avais dit, je voyais pas forcément à la base, mais en y repensant, effectivement, le fait que t'as ce père d'une famille qui a l'air dans un petit quartier sympa et tout machin, et qui soit d'un seul coup possédé par une entité. Je pense que David Lynch a aimé aussi cet aspect-là dans la. Et puis, enfin, je veux dire, je pense qu'on se souvient tous de la première apparition de Bob dans Twin Peaks. C'est quand même quelque chose qui a marqué les gens à juste titre. Je suis en train de le remater là, Twin Peaks. Ah bah voilà, c'est parfait. Ce concept de l'esprit, j'ai envie de dire presque vengeur, il est aussi repris dans Le Témoin du Mal, le film avec Denzel Washington, où c'est un tueur en série qui va être mis à mort, et à sa mise à mort, t'as cet esprit, le démon Azazel en fait, qui va être transporté de corps à corps pour hanter le policier et faire de lui un coupable. Pour le coup, on va faire une petite pause BO. Alors là, cette fois-ci, j'ai pris un morceau issu du film Ténèbres, le film légendaire de Dario Argento, car c'est un morceau des Gobelins, et puis vous allez reconnaître un petit peu le sample qui a été repris par un petit groupe aussi d'électro. Enfin, voilà. Un petit groupe méconnu. Oui. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Ténèbres. Alors, comme on en parlait juste un petit peu avant, où j'avais dit, ouais, en deuxième partie, on va faire ça. Oui, donc, comment est représenté finalement le serial killer ? Parce que c'est vrai que il y a quelque chose de très intéressant, surtout sur la psychanalyse de ce personnage à travers le cinéma, parce qu'on se rend compte que, on va dire, c'est pas comme la plupart du temps où ça a été très archaïque, c'est le mal absolu. Enfin, là, c'est vraiment dérivé du fantastique. Mais c'est vrai qu'on a vu plusieurs vraiment variations de type typique du serial killer. Alors déjà, c'est vrai qu'à la base, physiquement, il y a toujours quelque chose qui, pas seulement physiquement, mais que ça soit physique ou psychologiquement, il y a toujours quelque chose d'anormal en fait chez ce personnage. Par exemple, il y a un traitement très spécifique que je trouve et qui est repris notamment dans le film American Psycho, mais que l'on voit déjà dans Schizophrénia, film autrichien de Gérald Kargel, et qui a notamment inspiré donc le premier film de Gaspard Noé, donc Seul contre tous. C'est le traitement de la voix off. Il va donc développer en fait toute sa motivation, toute sa haine, toute sa colère à travers cette vision-là. Et c'est vrai que c'est une chose que l'on revoit un peu aussi dans l'American Psycho, le film, même si, bon, forcément, c'est une version un peu light de Patrick Bateman. Je suis pas du tout d'accord. Il va pas assez loin par rapport au bouquin. Disons que, tu vois, il y a deux films, pour moi, qui sont quasiment du même moment, qui adaptent deux chefs-d'œuvre absolus, à savoir From Hell de Alan Moore et American Psycho de Bret Easton Ellis. Et les deux films sont très 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 médiocres, en tout cas très très loin de l'étendue ce que les donner, voilà. C'est pour ça que je suis un peu dur, mais après la façon de prendre la voix off, évidemment, c'est aussi lié à l'aspect littéraire d'American Psycho, mais moi j'aime pas du tout, je préfère en laisser parler les autres sur ce sujet. Mais en tout cas, ça permet aussi quand même de montrer que y a différents types de ce personnage. Et c'est vrai que par exemple, si on prend le premier cas, donc un serial killer, en fait, c'est un personnage que l'on peut voir par exemple dans différents types de fiction au cinéma. Donc il est doté d'une pulsion inconsciente et qu'il ne domine pas. Par exemple, Norman Bates dans Psychose, donc en fait il projette sa folie à travers un doublement de personnalité et en mimant sa défunte mère. C'est le principe même. Alors, toujours en termes de dédoublement, on peut retrouver forcément aussi Le Tueur de M. le Maudit, le film qu'on a parlé ultérieurement, donc le personnage de Peter Lorre, qui donc va parler en fait de ses actes, odieux, parce que c'est un criminel pédophile, en parlant en fait de son ombre, que c'est son ombre qui est derrière lui, qui va lui provoquer ce genre de méfait, en fait que c'est l'ombre lui-même qui le fait, pas lui-même. Pas résister, là, il refuse. Voilà. Mais après, sur Psychose et sur La Mère, c'est quelque chose qu'on va revoir assez souvent, ce personnage de
de jeune homme, en tout cas peut-être un peu vieux garçon, qui est encore sous l'emprise de la figure maternelle et qui souvent, avec d'autres cas aussi, est la marque d'une incapacité sociale à s'ancrer d'une incapacité à s'ancrer dans la société de manière, on va dire, plus ou moins normale. Et adulte. Et adulte, exactement, et adulte surtout, et qui fait que, en fait, ça va être le début de quelque chose qui germe en lui et qui va être une espèce de revanche. Alors, chez certains, c'est une revanche sur la société en général, et pour certains, c'est des fois une revanche sur leur place parentale, sur une revanche aussi vis-à-vis de la société, de ce que la société a provoqué chez eux, et c'est souvent des variations qui vont être poussées au fur et à mesure et qui vont amener à chaque fois aux réalisateurs d'autres manières de créer une psychologie possible de ces personnages et de faire en sorte que le serial killer, c'est pas une unité unique qui n'a qu'un seul. Bah non, c'est justement voilà, tout l'intérêt, c'est que de constater que non, quasiment chaque serial killer a son propre modus operandi, voilà, et tout sa ça. signature, parce Sa que chaque personne est unique en fait. Voilà. Chaque vécu est différent, donc forcément, ça va impacter leur manière d'être, leur façon de penser, donc leur pulsion, la manière d'être organisé ou pas organisé quand c'est vraiment du meurtre purement compulsif. Donc voilà. Non, mais voilà, c'est intéressant. Comme je parlais juste auparavant de la voix off, je vais revenir sur le film Schizophrénia, c'est pareil. En fait, on voit tout l'aspect, en fait, le cheminement à travers la voix off du personnage, parce que finalement, on le sait, l'histoire d'un personnage qui sort de prison et qui immédiatement, en fait, ses motivations, c'est de retuer, en fait. Donc il va chercher trouver telle ou telle personne, et le film va se transformer en home invasion, où il va donc commettre les méfaits à travers une famille. Donc c'est vrai que c'est un aspect très intéressant, parce qu'en fait ça montre aussi comment un personnage, en fait, est déjà complètement, en fait, perdu dans sa psychologie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces films-là, le film se passe de leur côté. Oui. C'est-à-dire que généralement, c'est souvent comme ça. Alors bon, la plupart du temps, il y a un côté un peu whodunit, comme on l'a vu avec Psychose ou encore M le Maudit. Autre film intéressant là-dessus, c'est L'étrangleur de Boston, parce que finalement, c'est également typique avec ce type de personnage. Alors l'histoire, donc, ça revient sur l'odyssée meurtrière du serial killer, le véritable Albert de Salvo, qui tua 13 femmes entre 62 et 64 et semant la terreur dans la ville de Boston. Alors c'est vrai que en plus, le script du film en profite pour explorer, en fait, des territoires assez audacieux et dérangeants pour cette époque. En plus d'avoir un côté très expérimental, Fleischer va utiliser beaucoup de split screen, chose que l'on voyait très peu, et en 67, je crois que c'est l'un des premiers à l'avoir utilisé, comme le fut John Frankenheimer pour Grand Prix. Et c'est vrai qu'en fait ici, après une heure sur un rythme de traque, de chasse, le tueur révèle enfin son visage, donc sous les traits, comme je le disais, de Tony Curtis, ce qui était très intéressant, parce qu'en fait c'était un acteur qui a été absolument pas soutenu par les producteurs pour ce rôle-là, parce qu'ils voulaient quelqu'un que ça soit moche, grisé et compagnie. Donc Tony Curtis a mis des lentilles pour avoir des yeux bruns foncés, très très noirs. Il s'est un peu grimé vraiment pour avoir vraiment cette rôle-là. Mais c'est vrai que ça montre aussi comment le personnage, en fait, il a voulu notamment refuser de laisser, en fait, son autre moi, on va dire, en gros guillemets, surgir et confirmer sa culpabilité. Et finalement, il y a toute cette confrontation qui est très intéressante dans le film, avec le juriste Henry Fonda, qui va jouer vraiment une partie d'échec avec ce personnage-là, en fait. Je trouve que c'est intéressant, en fait, de voir que ce soit dans les médias US ou dans les films, que quand il y a un tueur en série, ils aiment pas que ce soit quelqu'un de beau, ils arrivent pas à trouver ça crédible. Je crois que c'était Ted Bundy. Il me semble que c'était Ted Bundy qui était très beau, et même toutes les femmes écrivaient aux jurés, tout ça, mais vous pouvez pas le condamner, il est trop beau, c'est pas possible, enfin c'est ridicule. Et quand c'est quelqu'un de laid, j'ai envie de dire, un peu comme Quasimodo, tout le monde va lui jeter des tomates. Oui, c'est forcément le cas. On retrouve également cette même chose dans Le Voyeur, le film de Michael Powell, avec l'acteur Karl Reinblum, qui est quand même, on va dire, pas très moche, hein, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, lui, il a vraiment aussi, c'est vraiment les films sur le problème comportemental sur la sexualité. Et ça se voit à travers tout le film, en fait. Ce personnage totalement isolé, totalement perdu, qui sait pas se comporter avec les femmes, et qui va forcément, d'une certaine manière, tomber
vers les charmes de la prostitution, et c'est à ce moment-là en fait qui va sortir cette pulsion de commettre ses propres méfaits, quoi. Et c'est une énième manipulation du réalisateur que d'utiliser justement des acteurs qui, et que ce soit par leur physique, mais aussi que leur carrière, parce que Tony Curtis, comme tu l'as dit, avant ça, il faisait des rôles plutôt il était admiré par le public. Voilà, des rôles un peu de gentils, entre guillemets, tu vois, qui étaient... et il y a une manipulation du réalisateur d'utiliser ces hommes-là pour en fait représenter l'inverse. Il y a que le spectateur, voilà, soit une nouvelle fois, mais non, mais c'est pas possible, cet acteur ne va pas pouvoir faire ça, ne va pas pouvoir représenter ça. Et en fait, ça crée aussi une tension, je pense, supplémentaire pour le spectateur, les spectateurs, les spectatrices, et qui fait que ces films-là, en fait, je pense, ont réussi à développer quelque chose une émotion différente vis-à-vis du concept de meurtre et de meurtrier que ne pouvaient l'être, comme tu dis, des personnages qui étaient vus tout le monde par des gens qui sont laids et qui vont faire des monstres, en fait. Voilà, des monstres, exactement. On aime que ce soit autant la personnalité que le physique. Il faut faire un rapprochement, il faut qu'ils soient autant monstrueux physiquement que dans leur personnalité, dans leurs gestes. Et c'est aussi quelque chose qui revient dans American Psychose, parce que je trouve que c'est l'aspect intéressant du livre plus que du film, mais c'est pour le coup ils avaient choisi le bon acteur. C'est un Golden Boy. Voilà, c'est un Golden Boy. Exactement. Et ça, je crois que le film commence par un l'entraînement roman avec quotidien de Patrick Bateman, où en gros sa mise en beauté vis-à-vis de sa présentation à la société, rien que ses rituels physiques. C'est ça c'est très intéressant c'est pour ça que ça m'énerve autant plus que le film soit si mauvais. Parce que c'était du caviar qui était donné au réalisateur ou à la réalisatrice, je sais plus. Marie Aron. Ouais. Mais le film le roman est quand même, il y a des passages qui est très peu adaptables. C'est clair. Le livre est beaucoup trop violent. Mais tu vois, moi je trouve que, tu vois, on va en parler après. Tu as Memory of Murder, le film de. Et en fait, hier on l'a regardé et en fait j'étais très étonné, mais pas complètement, de voir que Bong Joon-ho, il s'était inspiré de From Hell de Alan Moore. Surtout sur le côté en fait rituel et le manque de découverte potentielle pour choper le meurtrier, quoi. Et je suis pas surpris du tout. Et tu vois, dans American Psycho, c'est pareil, c'était très très dur à adapter. Mais pour l'adapter, il fallait, je pense, pas le faire de cette manière-là, à savoir utiliser un peu les choses un petit peu comiques, un petit peu en faire un petit film un peu culte, vaguement sous Tarantino, comme ça, où en fait justement il fallait peut-être mieux faire utiliser l'esprit du livre plutôt que de voir adapter simplement les moments les plus marquants du livre. Je pense que pour faire déjà une adaptation d'un Bret Easton Ellis, il faut plus s'inspirer d'un Greg Araki que d'un Tarantino. Ouais. Mais c'est vrai qu'après on parlait de ce côté hypersexualité aussi qui est tellement présente. Je pense que le summum est forcément Basic Instinct, avec l'utilisation de Sharon Stone pour ce rôle très spécifique. Alors, la scène des jambes croisées est reprise dans Serial Mother pendant le jugement de... Oui, forcément. Pourtant, Elle a été également parodiée donc dans La Cité de la Peur pour de la choucroute. Oui, et elle a été parodiée par Luca Magnotta, qui est un vrai serial killer, qui a vraiment tué des gens, qui regardait ce film en boucle. Et c'est dans le documentaire là, Don't Mess with Cats. Donc Fuck with Cats sur Netflix, là, qui parle de ça, d'un réel, pour le coup, un réel serial killer qui du coup s'inspirait de la méthodologie présente dans le film. Il y a beaucoup de serial killers qui sont inspirés de films. Je pense, par exemple, au film L'Obsédé, The Collector de William Wyler avec Terence Stamp, qui a inspiré une demi-dizaine de serial killers, quoi. Il me semble que c'est une des personnes qui avait essayé de tuer Kennedy qui disait que c'était inspiré de Taxi Driver. C'est un film de serial killer, mais il y a beaucoup de cas comme ça. C'était Ronald Reagan, parce qu'en fait, il a envoyé carrément des lettres à Jodie Foster. Oui, voilà. Donc c'était sur un aspect beaucoup plus glauque. Mais c'est vrai que on parlait de l'aspect pulsion inconsciente, mais forcément aussi, on peut également aussi revoir un personnage donc de serial killer qui est doté d'une pulsion consciente et souffrante. Il devient finalement tueur pour un but précis.
On peut le voir par exemple dans la Mariée en noir, le film de François Truffaut, en fait, où Julie, donc campée par Jeanne Moreau, qui veut se venger de la mort de son mari. Autre exemple très plus récent, c'est plus récent, Monster de Patty Jenkins avec Charlize Theron, voilà, j'ai retrouvé le nom, qui campe le rôle d'Aileen, en fait, qui cherche à se venger en fait des hommes face à sa condition qui l'amène jusqu'à la prostitution. Il y a ce côté aussi très intéressant là-dessus, quoi. Et c'est pareil, on retrouve d'autres personnages dans un style très précis. C'est vrai que par exemple dans le cinéma asiatique, ils ont un côté aussi très intéressant. Alors contrairement à Memories of Murder, mais il y a d'autres aspects qui sont surprenants, notamment venant de Hong Kong également, où la caractérisation du tueur en série en fait agit généralement par vengeance. Alors par exemple aussi dans I Saw the Devil, donc un tueur en série va se faire traquer par un flic qui va finalement plus ou moins aussi devenir tueur de cette manière-là. On a également à Hong Kong pas mal de films catégorisés, donc ce que l'on appelait les catégories 3, donc c'est-à-dire les films extrêmement violents qui sont très durs à trouver maintenant. Par exemple aussi des films très pervers comme par exemple Red to Kill, qui ont à côté aussi histoire de vengeance derrière. En fait. Oui, la vengeance c'est un des thèmes que ce soit une vengeance personnelle ou vengeance plus générale, vengeance sur la vie, vengeance sur la société, c'est quelque chose qui va être dans les... Enfin, pour moi, tu vois, un film comme Seven, c'est quelque part un film de vengeance, en fait, dans le sens où le personnage... le personnage de John Doe, il est dans une vengeance vis-à-vis de la société. C'est un homme tellement normal qu'en fait, il s'ennuie. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment deux films très importants qui dans les années... Enfin, qui ont à la fois reboosté le film policier, mais aussi le film de serial killer, qui ont réinventé. C'est vraiment Seven et Memory of Murder, qui sont vraiment pour moi deux chefs-d'œuvre que j'ai eu l'occasion là de revoir pour l'émission. Et j'ai l'impression que ces films-là, tous les 10 ans, t'as un film qui va révolutionner, qui va rechanger qui va se réapproprier les codes du genre policier pour en faire pour le pousser ailleurs. Ouais. Et tu vois, en fait, tu parlais de John Doe de Seven. En fait, je dirais que là, c'est plus un personnage qui est doté en fait d'une pulsion non seulement consciente, mais aussi surtout existentielle et revendiquée. Parce que finalement, John Doe, en fait, à la fin, donc, il va revendiquer tous ses meurtres jusqu'à l'accomplissement final de son œuvre. Voilà, mais on a aussi également forcément Patrick Bateman dans American Psycho qui lui revendique totalement, notamment avec cette scène où il va carrément jusqu'à appeler son psychologue pour dire non mais je suis en tueur en série, il faut m'arrêter et tout. Je crois pas qu'il appelle son psychologue, je crois que c'est un ami avocat. C'est un ami avocat, oui, c'est son avocat, oui, c'est ça. Et en fait, c'est pas pour revendiquer ses crimes, c'est parce qu'en fait il est terrifié, il sait pas s'il a réellement agi, parce qu'en fait d'où le titre, en fait il est psychotique, en fait, et c'est pas quelque chose qui est mis énormément en avant dans le film, mais en fait il est sous médication. Et dans le livre on apprend également que c'est le cas de sa mère et que c'est une question de tension. Le cas de toute la famille en fait, je pense, parce que finalement si on reprend tout l'univers de Bret Easton Ellis, son frangin, c'est la même chose. Mais c'est vrai que donc comment dire, American Psycho, en fait le truc est très important et très intéressant, que ça soit dans le bouquin et enfin plus que dans le bouquin que dans le film, c'est en fait est-ce que ces agissements sont vrais ou pas en fait. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est ça? Et est-ce que la société le laisse faire vis-à-vis de sa position sociale? Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Qui est très intéressant aussi, c'est de savoir le traitement du serial killer selon sa place dans l'échelle sociale et la façon dont il va être défendu ou pas vis-à-vis de ça. De la même manière que tu disais que selon son physique, la façon dont les personnes, dont le public va l'accepter ou pas, sa position sociale rentre en jeu aussi. C'est ça. C'est quelqu'un d'aisé qui peut se permettre beaucoup de choses. D'avoir des meilleurs avocats, des choses comme ça. Mais enfin bon, et même d'avoir peut-être même une couverture médiatique que personne n'aurait imaginé. Autre cas extrême, le tueur du Zodiac, que l'on voit donc dans le film de David Fincher, qui revendique les meurtres, donc, comme dans la vraie vie, et qui allait en fait jusqu'à narguer la presse et la police, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très intéressant et de très ambigu en fait, et de très compliqué à représenter dans le milieu du 7e art, parce que finalement est-ce que ça remet en œuvre la contemplation, contempler plutôt par exemple on va dire l'œuvre du tueur, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment aussi une façon d'exorciser un peu cette histoire en fait. Il y a ce côté très ambigu aussi, et que forcément Fincher adore plonger dedans, chose qu'il avait déjà fait dans Seven.
Et là, je trouve en fait, il a ce côté encore plus réaliste en fait, parce que Seven a un côté très sale, très sombre. On a l'impression que c'est vraiment un vrai film noir. Il pleut tout le temps, c'est toujours sombre. Que là ici en plus l'histoire est à San Francisco, donc forcément. Oui, et puis c'est une histoire, enfin c'est une histoire vraie. Donc en plus, ça utilise le fait que à ce moment-là en tout cas, et puis même là, je sais pas exactement s'ils ont retrouvé ou pas, mais le tueur n'a jamais été retrouvé. Donc au niveau de son vivant, donc le spectateur, il y a cette idée que en fait, il va toujours y avoir l'idée pour le spectateur que c'est d'autant plus horrible qu'il n'a pas payé, et que c'est vrai et que l'auteur n'a pas payé. Et en plus, il y a l'aspect aussi dans Zodiac que je trouve très intéressant, c'est l'aspect cryptique, où en fait le spectateur, c'est comme si il avait et donc Jackie Galahan en tant que personnage spectateur, c'est-à-dire en tant que personnage qui amène le spectateur le long du film, il y a cette idée que il y a des portes possibles, il y a des ouvertures possibles sur la compréhension du mental de ce mec, et en fait on échoue à chaque fois, mais à chaque fois on recommence, on veut essayer de comprendre, on veut essayer d'aller au bout de ça, quoi. Il y a un truc que je trouve amusant dans ce film, c'est quand même justement le personnage de Jake Gyllenhaal qui est simplement un cartooniste, qui est même pas journaliste, il n'est pas entraîné pour ça, il est juste scout peut-être à la base, et enfin scout quand il était gamin, et il explique qu'en fait si tu fais 2-3 recherches, tu peux toi-même résoudre l'affaire facilement en fait, parce que le tueur n'est pas si intelligent que ça, il a juste un passé de soldat il explique qu'avec 3 bouquins, on peut tout résoudre. Enfin, il y a un côté ridicule pour les flics. Oui, puis enfin, il y a un côté ridicule, et surtout en plus, on voit à travers tout le film, et notamment cette scène où il va braquer, donc le tueur va braquer le couple près du lac, toute la méthodologie du tueur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement, son modus operandi, et qui est extrêmement très travaillé. Non, travaillé, tout simplement. Il a un côté simple, en fait. Non, il est extrêmement travaillé. C'est-à-dire que toutes les pulsions qu'il a, elles sont préprogrammées. C'est un processus. Ah oui, mais très établi. C'est organisé. C'est totalement organisé. C'est organisé, oui. C'est hyper organisé. Et c'est pas, comme disait Elias, c'est pas Jack l'Éventreur, quoi. Non, il n'y a pas le côté pulsion comme qui est généralement relié par rapport à beaucoup de maladies mentales, comme on a pu le voir aussi dans pas mal d'autres films, même français, par exemple, le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, avec le personnage de Michel Galabru. Là, on a vraiment un personnage qui est extrêmement calibré dans tout ce qu'il prépare. Il est froid en fait, il n'y a aucune réaction. Et cette scène, je trouve qu'elle est absolument géniale, parce qu'en fait on voit vraiment toute la froideur, et par la froideur de la mise en scène, tout simplement. Autant physique que dans son comportement. Voilà. Parce qu'il prépare en fait, il prépare en fait sa méthode, ce qu'il va faire en fait. Par déjà braquer les personnes. Les mettre au sol, montrer que son arme est chargée, et en fait finalement il va les ligoter. Donc là en plus il y a un aspect presque bondage, donc presque aussi travail de soumission mis en place par rapport à ses victimes, et finalement il ne va pas les tuer froidement à l'arme à feu, mais avec une arme blanche. Oui, et puis il fait quelque chose aussi, c'est qu'il va à l'encontre du cliché de la scène de meurtre du serial killer, qui souvent est voilà, la pénombre, une ruelle, là, c'est en plein un lampadaire, une prostituée avec une robe rouge, avec un jeu limite expressionniste. Ça me fait penser à la mise à mort des parents de Batman. Mais non, mais et souvent, et ben là, lui, il prend le revers. C'est en plein jour, avec un petit couple d'ados, de jeunes qui font un pique-nique. C'est-à-dire que c'est l'inverse du point de vue du cliché. C'est vraiment comme la scène dans La mort aux trousses d'Hitchcock, où il y a Cary Grant dans le désert. Il a dit, j'ai fait ça uniquement pour aller à l'encontre du cliché de ce type de scène. C'est-à-dire, je l'ai placé à un endroit totalement différent pour créer quelque chose qui provoque une réaction vis-à-vis du spectateur, pour le changer pour le défaire de ce confort qui est possible vis-à-vis des clichés de ce genre de film. Et c'est toute ça la force de Fincher dans la plupart de ses films, bien évidemment. Pour le coup, donc on va faire une petite pause BO, donc issu du film, un film que j'en ai pas parlé encore, mais qui a un traitement médiatique très intéressant, parce que finalement ça élève, on va dire d'une certaine manière, le côté très parodique, voire même très critique envers les médias sur la façon de starifier les tueurs. Bien évidemment, je parle de Tueur Né, un morceau issu un morceau de L7, pardon, Shitlist. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film d'Oliver Stone, Shitlist L7, qui
qui a une ambiance très rock'n'roll, comme par exemple n'importe quel scénario dérivé de Quentin Tarantino, même s'il n'est pas très content du film, de la version de ce qu'a fait Oliver Stone, parce que finalement Oliver Stone, lui, a rajouté vraiment ce côté traitement des médias et a rajouté un peu plus de contenu sur le personnage de Robert Downey Jr. qui bien évidemment n'était pas frais à cette époque-là. On va terminer donc avec un tour de table assez simple. Finalement, quel personnage de serial killer a selon vous été le mieux utilisé au cinéma? Alors c'est vrai que c'est quelque chose de très très vague, ce que je viens de balancer, mais finalement quel personnage vous retenez le plus par la façon dont il a été représenté, par sa psychanalyse, par rapport à l'intelligence du script, du scénario ou du réalisateur même. Je commence? Vas-y. Oh bah vas-y, commence. Non, j'étais en train de me dire, tu parlais par son intelligence, et en fait, je pense tout l'opposé avec justement Charles Starkweather qui a inspiré Badlands, du coup la balade sauvage de Terrence Malick, qui a par la suite aussi inspiré Tueur né, mais également Fantôme contre Fantôme. Et c'est un crétin fini en fait. C'était vraiment un crétin fini. Bon, il avait pas de bol, il était myope, ça s'est su quand il était déjà adulte. Oui, c'est un crétin fini qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui a... Faut voir la balade sauvage, ça résume assez bien tout ça. Il s'est enfui avec une jeune fille qui avait, je crois, 12 ans, alors qu'il en avait 17-18. Ils sont allés vivre dans la nature parce que, bon, il pouvait pas bosser. Il n'arrivait à rien faire de ses 10 doigts. Et voilà. Comme quoi, c'était l'inverse un petit peu des clichés. Oui, il y a de ça aussi, il faut pas l'oublier. Il y a de tout, en fait. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le film, je crois. Il faut de tout. Non, je sais plus ce qu'il dit. Il faut tout pour faire un monde. Et je crois qu'il dit une phrase particulière. C'est Martin Sheen. C'est Martin Sheen. Oui, c'est ça. Une citation de Starkweather, c'était les gens morts sont tous au même niveau. Et puis il y a toujours un fait très intéressant, c'est aussi le traitement de la peur aussi qui peut être vu à travers le serial killer. Ça me fait penser à cette scène dans Copycat, je crois, avec Sigourney Weaver qui présente devant un colloque en fait qui a entre 25 et 50 jours en série, en liberté et compagnie, machin et compagnie. Mais elle provoque la peur, mais sauf qu'elle n'ose pas dire que à la fin en fait c'est seulement 1% des crimes qui sont commis aux États-Unis qui sont potentiellement issus d'un serial killer. Donc en fait c'est vraiment un chiffre très très bas. Mais c'est vrai que on le voit à travers différents personnages. Je sais pas si Jonathan, toi, tu veux intervenir là-dessus? Si, je veux bien, parce que le personnage, ce sera un personnage qui n'existe pas vraiment. C'est, en fait, je vais parler du film Memory of Murder. Parce qu'en fait, on sait pas qui c'est. En fait, c'est un film qui... Et je sais même pas si on le voit En fait, on le voit pas dans le film. Il se trouve qu'il a été, finalement, avec les analyses ADN, ont finalement permis de trouver qui c'était. Mais en fait, le film se termine sur un... désolé si je spoil un petit peu. C'est un film connu. C'est un film connu. Voilà, le dernier film, c'est un gros plan du personnage principal qui regarde la caméra et qui, en fait, Bong Joon-ho dit que c'est en fait un regard qui s'adresse au vrai tueur qui n'avait pas été trouvé à ce moment-là, en sachant, bah voilà, en fait, cette histoire continue quelque part. Et en fait, c'est un film où en fait, l'important n'est pas forcément le tueur en fait, c'est-à-dire que le tueur c'est l'histoire derrière, c'est l'histoire derrière, c'est ses personnages derrière, c'est ce que Bong Joon-ho réussit à faire avec sa caméra, avec ce scénario, avec ses acteurs. Et en fait quelque part, même si ça me fait penser aussi forcément du coup à Jack l'Éventreur que d'un seul coup tout le monde connaît. Mais personne ne le connaît en fait quelque part. Et c'est comme quoi ça peut être plutôt que de tout le temps imaginer le serial killer comme une entité où il faudrait tout savoir, de monstruosité où on devrait tout connaître, son passé, les problèmes qu'il a eu avec sa mère et tout ça. En fait là c'est ce qui l'entoure qui fait la qualité du film, je crois, et qui en fait un très très grand film. Et du coup voilà, je l'ai revu et ça reste vraiment un film très exemplaire. Moi, je vais terminer par vraiment 2 exemples. Alors, pour continuer un peu là-dessus, je vais reprendre le personnage de John Doe de Seven parce que finalement, je trouve ça très intéressant. C'est que on le voit seulement qu'aux 3/4 du film. Et en fait, tout le travail... Mais je trouve qu'en fait, c'est peut-être le personnage de tous les films qu'on a parlé, même de tous les ersatz qu'il y a eu après. Je pense notamment aux films pourris comme Résurrection avec Russell Mulcahy, fin de Russell Mulcahy, et des trucs comme ça, où il y a eu une exultation de tueurs en série via Seven. Mais c'est peut-être le personnage le plus pervers qui a jamais été fait, qu'on a pu voir les actes commis auparavant. Mais c'est un personnage en fait qui est impressionnant d'être un calculateur à un niveau incroyable et je trouve que le film en fait va tellement à fond
sur le côté en fait noir, sans concession. On sait très bien que la fin sera terrible, et le film en fait en remet encore une couche sur cette fameuse révélation finale où en fait le dernier péché c'était carrément lui, parce que c'était l'envie qui en fait il a envie de se faire tuer donc par l'inspecteur Mills. Il y a vraiment un côté très très fort en plus, surtout cette scène de fin de tension absolue où même Fincher va jouer un truc qu'il ne fait pas du tout, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui pose toujours sa cam, qui a pas des montages très terribles, qui a pas des montages pas très terribles, mais je veux dire très très rapides. Là, il va même carrément foutre une image subliminale en fait de l'image de Gwyneth Paltrow qui va faire le tilt en fait pour l'inspecteur Mills de le tuer. Un dernier exemple que j'ai vraiment parlé vite fait avant qu'on termine là-dessus, parce qu'on en a pas parlé, mais je trouve que c'est un film très intéressant en fait sur parler du but précis aussi d'un tueur. Et c'est un film vraiment social. Moi qui m'avait marqué à cette époque, c'est Le Couperet de Costa Gavras avec donc José Garcia qui est dans un rôle complètement à contre-courant, qui se retrouve en fait dans un rôle de tueur. Malgré lui, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'arrive plus à retrouver un travail et qui donc va décider en fait de voir tout le panel de CV qu'il avait en concurrence face à lui, et va les retrouver et va essayer de les tuer en fait pour avoir finalement ce job là quoi. Je trouve que c'est un film très intéressant parce qu'en fait il va très loin à quel point un homme désespéré peut faire ce genre de choses, et puis des fois c'est bien de parler de Costa Gavras. Pour le coup donc on s'arrête là-dessus, on revient donc la semaine prochaine comme d'habitude à la même heure, le même horaire, et puis tout ça comme bien évidemment quoi. Merci Elias, merci Jonathan, merci Cyril à la régie, et à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org